Comment dans un monde où règne la peur et la mort, on peut apporter de l'espoir à son peuple? C'est simple, il suffit de lui montrer qu'une seule personne peut être au-delà de toute espérance. Notre histoire commence en 2515. À cette époque, le monde est prêt à sombrer. L'Empire et la Bretonie sont gangrénés par les morts-vivants et les orques et gobelins. Le Nord s'est quasiment entièrement allié à la bannière d'Archaon et est prêt à déferler, tandis que le roi sorcier et les elfes noirs depuis Nagaroth sont prêts à fondre sur Ulthuan depuis le grand océan. Sur l'île continent des Hauts-Elfes, à Thor-Akar, en Shras, notre héros grandit sous la tutelle de son père, le prince Arlan, gouverneur de Shras. Sa famille est vénératrice de Kurnus, dieu de la chasse, et règne sur plusieurs arpents pour protéger non seulement le peuple des Hauts-Elfes, mais également les pierres gardiennes des territoires forestiers du nord et du sud de Shras, servant à la protection du Grand Vortex. Malheureusement, à l'âge de ses 90 ans, notre héros voit son père partir affronter une horde démoniaque ayant détruit une pierre gardienne au nord de Thor-Akar dans les bois. Aedan voit son père partir à la tête de l'armée de Shras pour défendre les forêts et les capitales. Et après 4 jours d'attente, il apprend malheureusement que son armée est victorieuse, mais que son père a été détruit et tué par un broyeur d'âmes de cornes en combat singulier. Après la mort de son père, Arlan part à Lothern pour demander au conseil des Hauts-Elfes la tutelle de Shras en tant que fils héritier d'Arlan. Cependant, malgré un petit soutien de Finubar et de Tyrion, le conseil lui empêche d'accéder à sa requête et lui demande de prouver sa valeur publiquement pour pouvoir mériter une telle place dans la noblesse des Azurs. Alors Arlan est tout d'abord frustré, mais très rapidement il comprend la position du conseil. Il est trop jeune pour régner sur toute la région de Shras, une des plus puissantes et des plus récemment attaquées par les Nordiques et les Elfes Noirs. Donc il propose au conseil un accord. Il se donne volontaire pour reconquérir tout l'ancien domaine de sa famille, qui se trouvait sur les îles perdues d'Elitis, très loin à l'est d'Ulthuan, au sud de Nippon, à l'autre bout de la planète. Il se donne comme objectif de reconquérir tout l'ancien territoire de sa famille sur toute l'île principale d'Elitis, en l'honneur d'Ulthuan. Après délibération, le conseil accepte les conditions d'Edan et le laisse repartir à Thor-Akar. Arrivé chez lui, il s'adresse aux anciens lieutenants de son père et à ses armées, et demande des volontaires pour l'accompagner dans sa quête. Plusieurs régiments de renom décident de le suivre et s'embarquent tous pour l'aventure. Aedan part alors avec l'équipement nécessaire à sa quête, ses armes et armures de lion blanc, ainsi que l'arc du patrouilleur de son père. Et après plusieurs mois de navigation, ils arrivent, enfin, dans les ruines de Thor-Elitis. L'archipel de Thor-Elitis se compose en 3 îles majeures. L'île du Nord est un ancien fief mercenaire qui est aujourd'hui complètement abandonné et très sauvage. L'île du Sud est la plus petite des 3, mais est toujours habitée aujourd'hui par plusieurs mercenaires ogres ayant installé une sorte de campement plutôt précaire mais sacrément bien défendu. Enfin, l'île principale, l'île la plus grande, abrite les anciens vestiges de la capitale Thor-Elitis se trouvant au sud-est de l'archipel. L'île comprend une chaîne volcanique centrale, plusieurs forêts, mais aussi plusieurs pierres gardiennes encore debout, pleines de puissance. Cependant, depuis la chute et la fuite des Hauts-Elfes de cet archipel, le chaos s'est très largement répandu sur ces îles, infestées de Skaven, d'hommes-bêtes et même de quelques démons. Ainsi, après avoir navigué, Aedan et ses volontaires s'installent dans les ruines de Thor-Elitis. À peine arrivé, notre héros part seul en éclaireur armé de l'arc de son père pour vérifier les lieux et installer durablement la tête de pont de ses volontaires. Il était parti depuis 1 heure. Sa connaissance des forêts de Shras lui permettait de se déplacer furtivement dans ces bois sauvages avec autant de facilité qu'un elfe d'Atel-Lorraine. C'est ainsi qu'il repéra sa première cible. Passant devant lui sans se douter de sa présence, une colonne d'hommes-bêtes apparut. Ils étaient plus d'10, regroupant Centigore, Bestigore, Gore et Ungor,
et se dirigeaient tous vers un même point. Aedan les suivit alors discrètement dans l'espoir de leur tendre une embuscade. Après seulement 2 kilomètres, les sabots fourchus menèrent sans le savoir Aedan vers sa proie. Le chasseur comprit qu'il venait de trouver un lieu de rassemblement des puissances de la ruine et prit la décision de commencer la purge de son île par cet endroit. Aedan reconnut le rituel des sabots fourchus. Les hommes bêtes se rassemblent autour de l'arbre pendant des heures, psalmodient leur dieu noir et maudissent tout le territoire en mélangeant écorce, sève et magie de la mort et du chaos. Pour l'empêcher, il devait d'abord tous les abattre. C'était simple si son embuscade réussissait. Enfin, il devait abattre l'arbre avant que la corruption ne gagne toute la forêt avoisinante. Et pour cela, il devait réussir son embuscade seul. Aedan fut rapidement prêt. Il prit comme cachette d'anciennes ruines elfiques, lui donnant une vue plongeante sur tout le rituel et les sabots fourchus. Et lorsqu'il fut prêt, il lança son attaque. Il avança hors de son couvert et prit son arc. Il décocha 3 flèches sur une cible différente chacune. Un Centigore vit un trait passer au-dessus de lui, un Bestigore sentit une flèche rebondir contre son armure, et un Gore fut empalé dans la nuque, avant de s'écrouler bavant sur le sol. Surpris, quelques sabots fourchus interrompèrent leur rituel et sortirent du carcan de l'arbre pour tirer sur le petit être qui venait de sortir des ruines sans vraiment de succès. Pendant ce temps, les autres continuaient de psalmonner leur dieu et continuaient de maudire ce pauvre arbre. Aedan continua son avancée et retira une nouvelle fois. Un Gore s'écroula, mais les 2 autres cibles restèrent bien debout. Malgré sa précision, il n'arrivait pas à suffisamment en abattre. Tous les Ungors se retournèrent et prirent pour cible notre chasseur. Cependant, leur précision minable n'inquiéta même pas Aedan. Cependant, dans un sombre craquement, le rituel fissura l'arbre et commença à y imprégner de la magie chaotique. Ils allaient bientôt réussir. Aedan avança une dernière fois et tenta un dernier tir. Il banda son arc, pria son père et décocha. Et c'est alors qu'un Gore s'écroula, ainsi qu'un Centigore, et même un des terrifiants Bestigores, tous transpercés à la gorge par les flèches précises d'Aedan. Un vent de panique flotta sur les sabots fourchus, mais leurs dieux leur permirent de se rassembler et de former un mur devant ce chasseur qui les attaquait avec une précision fatale. Se sentant plus forts en étant rassemblés, les hommes bêtes continuèrent de psalmodier leur maudit dieu et réussirent encore plus à maudire ce pauvre arbre. Aedan n'avait que quelques minutes avant que le rituel ne s'accomplisse. C'était maintenant ou jamais. Il chargea. Les 3 Ungors qui étaient face à lui décochèrent en sa direction, mais le manquèrent. Dans sa course, Aedan rengaina son arc et saisit sa terrible hache à 2 mains. À peine était-il arrivé à portée qu'il décapita sans ménagement ses 3 adversaires et continua sa course pour tomber face à un terrible Centigore armé de sa hache à 2 mains. La créature stoppa net Aedan, et le noble haut elfe vit s'abattre sur ses côtés un Gore et un Bestigore massif. Les 3 créatures armèrent leurs armes, mais avec la précision de Kurnous et de tout son entraînement, Aedan accomplit un orion magnifique, décapitant le Gore, éventrant le Bestigore et séparant le Centigore de ses pattes. Tous ses ennemis étaient abattus. Aedan était victorieux, et seul se dressait devant lui ce terrible arme, presque entièrement maudit. Il leva sa hache, et en plusieurs coups précis, abattit ce prémisse d'autel du chaos. Il était victorieux, et sa quête, ainsi commencée, se donnait sur de bons augures. Aedan rentra alors à son campement, et comprit que ce premier chapitre de son histoire n'était vraiment que le commencement d'une très longue quête.